c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette émission en visioconférence. Depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Je le disais, donc 15e jour de guerre sur le terrain militaire en Ukraine maintenant. Le temps diplomatique suit son cours. On peut retenir quand même que le niveau de conversation a été relevé au niveau des ministres des Affaires étrangères, russes et ukrainiens, quand bien même ces premières discussions en Turquie n'ont rien donné à ce stade. Et puis, ce qui nous intéresse peut-être en premier lieu, quand on est observateur et participant de marché, la réponse européenne sur le terrain budgétaire, avec ce sommet de Versailles qui va commencer aujourd'hui jusqu'à demain, et puis sur le plan monétaire, avec la réunion de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Qu'attendre sur le plan du policy mix européen, comme on dit Frédéric, en termes de réponse face à ce qui s'annonce comme un choc négatif pour la croissance européenne cette année? Oui, c'est un choc massif qui est devant nous et je le répète, on n'a absolument pas du tout encore de visibilité, même pas le début d'une estimation précise des conséquences humaines, budgétaires, financières, des sanctions, de la guerre elle-même. Tout cela appelle évidemment à la prudence. Il y a également des horizons de temps qui sont très différents. La politique monétaire, les marchés se tournent toujours vers la Banque centrale pour des mesures immédiates dans l'urgence. Mais ce n'est pas forcément ce dont il s'agit aujourd'hui, puisque la plupart des marchés fonctionnent encore correctement, en tout cas en Europe occidentale. Et puis la politique budgétaire, elle, il y a le temps politique et les décisions, elles, là aussi, encore plus longues et compliquées, avant qu'elles se mettent en œuvre et avant même de parler d'argent, de budget, de dépenses supplémentaires. Il y a également deux couches, j'allais dire, ou de niveaux de discussion côté européen en réponse à cette crise, qui sont les réponses nationales, les pays les plus touchés par la crise, mais également ceux qui sont très en retard, comme l'Allemagne, bien sûr, au premier plan, en termes de dépenses militaires notamment. Et donc, ces réponses se font étape par étape, il faut les additionner, et c'est là qu'effectivement réside toute la difficulté dans l'estimation de l'impact, et on l'espère, de l'atténuation du choc en zone euro. Ça veut dire que, alors je ne sais pas si la réponse européenne à la crise pandémique est un framework valable dans le cadre de la crise russe, Frédéric, mais il y a quand même une dynamique qui s'est mise en place dans la crise pandémique, qu'on a envie de voir se poursuivre peut-être aujourd'hui, mais vous dites, en début de cette séquence, ce sont quand même les budgets nationaux qui vont absorber, à travers la dette, j'imagine, la première impact du choc de la crise russe. Oui, c'est toujours le cas. La zone euro reste d'abord une zone monétaire non optimale dans laquelle les politiques budgétaires sont avant tout décidées par les États, et c'est bien naturel. Les marchés se projettent depuis hier dans une possible réponse coordonnée, commune, en termes de nouvelles émissions de dette qui pourraient financer de nouvelles dépenses d'investissement dans la sécurité, dans la défense, mais aussi dans la relance budgétaire, parce que je le répète, ce choc est asymétrique et affecte bien évidemment des pays comme la Pologne, l'Italie, l'Allemagne ou la France de façon très différente. Et c'est là tout l'intérêt, si on peut dire peut-être aussi de la leçon tirée de la pandémie, qui est que toutes ces réponses coordonnées au niveau européen sont plus efficaces, mieux perçu par les marchés et donc également mieux financé à plus bas coût dans le futur. Donc même s'il ne faut pas s'emballer, aujourd'hui le sommet informel à Versailles ne va peut-être pas déboucher sur des annonces très ambitieuses, très concrètes et très précises, mais néanmoins la direction maintenant, dans la perception en tout cas qu'on en a, est la bonne. On va vers des réponses qui sont, là, encore une fois, coordonnées et qui peuvent, on peut l'espérer, peuvent être plus efficaces à terme, également plus rapides, c'est quand même un point, y compris pendant la pandémie, il y a un peu de tergiversation qu'aujourd'hui on réussit à éviter. Est-ce que dans cette idée-là, Frédéric, le fait de voir aujourd'hui des pays qui ont été en dissidence parfois avec certaines valeurs européennes, je pense par exemple à la Pologne et la Hongrie et les discussions qu'il y a pu y avoir sur le respect des règles de l'état de droit, ou d'autres pays en dissidence peut-être avec les questions budgétaires en Europe, les États dits frugaux, je pense par exemple à la Finlande, à l'Autriche, bien sûr à l'Allemagne qui est l'emblème de ces pays orthodoxes sur le plan budgétaire. Le fait que ces pays-là, dans cette crise russe, se retrouvent
en première ligne face au choc énergétique, face au choc de migrants également, et la Pologne visiblement notamment assume toutes ses responsabilités face aux migrants ukrainiens qui arrivent. Est-ce que ça change quelque chose dans le momentum politique de l'Europe selon vous ? Ah oui, absolument. Je pense que c'est un point essentiel. On va là aussi avoir besoin de beaucoup de temps pour en mesurer toutes les conséquences. Il y a un cycle politique, et c'est la démocratie qui fera que des gouvernements de M. Orban en Hongrie ou ailleurs pourront potentiellement être remplacés par des peut-être gouvernements plus pro-européens à l'avenir. C'est possible que la tentation populiste ne paye pas au plan électoral et paye encore moins, j'allais dire, pour le bien de votre propre pays dans un contexte pareil, que des considérations de sécurité et sociales passent au premier plan. Tout ça est normal. Et puis, d'un point de vue économique, il faut le financer, il faut prévoir cet avenir, il faut se donner les moyens d'augmenter à la fois la résistance à de futurs chocs possibles, mais également notre propre potentiel de croissance en augmentant l'investissement dans le capital humain. La transition énergétique n'a évidemment pas disparu avec cette crise-là, au contraire. Et donc toutes ces questions-là coûtent cher. C'est un résumé un peu simpliste. La bonne réponse, c'est, je pense encore une fois, de passer par des initiatives communes en Europe. On a un président en France qui a poussé cette thématique avant que cette crise n'escalade. Et je pense qu'il est aujourd'hui dans une position de force pour, au minimum, créer ce momentum et peut-être, espérons-le, accélérer aussi les initiatives dans cette direction. De manière plus immédiate, qu'est-ce qu'on peut attendre au mieux de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, Frédéric ? Au mieux, beaucoup de prudence, avec tous ces mots qui vont fleurir pendant la conférence de presse, flexibilité, optionnalité, mais néanmoins, également peut-être une sonnette d'alarme un peu plus forte, plus récente, en termes de risque sur l'inflation, puisque n'oublions pas que le point de départ avant la crise était déjà très inquiétant, avec une inflation proche de 6% en zone euro et une inflation de noyau dur, en enlevant l'énergie et l'alimentaire proche de 3%. C'est quelque chose qui n'est pas tolérable pour la Banque Centrale Européenne. Qu'on soit un faucon ou une colombe, on peut s'inquiéter légitimement des risques d'effet de second tour, puisque ce choc va durer. Et que même dans le cas le plus favorable qu'on vient d'évoquer d'une politique budgétaire qui prend le relais, eh bien la BCE doit être là en soutien également. Donc il faut articuler cette réponse, il faut ne pas paraître complaisant vis-à-vis du risque d'inflation, et néanmoins, dans un cas d'extrême incertitude, on ne peut pas imaginer une situation plus compliquée pour la BCE aujourd'hui, faire preuve de patience et de flexibilité pour mettre en place un calendrier de normalisation monétaire qui pourra d'ailleurs potentiellement être accéléré une fois, espérons-le, que le conflit sera sur le point d'être résolu. À suivre effectivement donc la conférence de presse à 14h30 en début d'après-midi de Christine Lagarde à l'issue du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Du côté des marchés, Frédéric, là aussi de manière très immédiate, on analyse les choses au jour le jour. On sort d'un rebond spectaculaire, je le disais, d'une ampleur qui se compte sur les doigts d'une main dans l'histoire moderne des marchés pour les indices européens hier. Quelle analyse est-ce que vous faites de ce mouvement, de cette mécanique de marché qui est très spectaculaire, il faut le dire? C'est spectaculaire, mais ce n'est pas sain non plus. Vous l'avez dit, ça fait partie des 10, 20 épisodes dans l'histoire. Grosso modo, la moitié ont eu lieu dans des périodes de bull market et l'autre moitié dans des périodes de bear market. Donc on ne peut pas tirer de conclusion, et encore moins dans une dynamique de marché qui est basée sur des espoirs. Vous l'avez évoqué, sur un espoir de réponse de l'OPEC côté matières premières et pétrole, sur un espoir de résolution. Aujourd'hui, les nouvelles sont un petit peu moins encourageantes, a priori, en Ukraine et avec la Russie. On ne peut pas traiter, on ne peut pas prendre des décisions de moyen terme sur ce type d'espoir et de dynamique de marché encore fragile. Il faut simplement espérer qu'on revienne à terme aux fondamentaux, et cette crise aura beaucoup affecté les valorisations, les fondamentaux de certaines entreprises, et on pourra effectivement y voir un petit peu plus clair. J'espère, encore une fois, que l'Europe peut revenir sur le devant de la scène en termes de performance économique également, puisque derrière ça, on parle d'emploi et d'investissement. Merci beaucoup Frédéric, merci pour votre éclairage et votre analyse au 15e jour de la guerre en Ukraine. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.